France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au sommaire de ce LGF, Marseille, les organisations musulmanes au diapason pour condamner l'odieuse attaque au couteau. Trop, c'est trop pour la Grande Mosquée de Paris qui va jusqu'à appeler les musulmans de France à ne plus rester impassibles. Partagez-vous la demande de la Grande Mosquée de Paris. Vous répondez sur le Twitter LGF officiel et sur la page Facebook France Maghreb 2. Nous en reparlerons. Selon un article de ouvalalgérie.com, la diplomatie française décide de tourner le dos au régime de Bouteflika. Invité du LGF, le rappeur français Rimka à l'occasion de son concert à l'Olympia ce vendredi. Le quiz avec à gagner vos places pour l'Orchestre National de Barbès pour le concert du 4 novembre prochain au Blanc-Ménil, aux 2 pièces cuisine, un événement Ville des musiques du monde. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Le Grand Forum, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Rimka, 20 ans de carrière, messieurs dames, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Et il a réussi à rester tendance, bien que certains le disent déjà has-been et démodé. Non, il est toujours là, l'ami Rimka, en tout cas. Tout a commencé en 94 avec le 113, qui était d'ailleurs le numéro de leur cité à tous les trois. C'est ce qui a donné donc ce groupe qui a eu un immense succès, le 113. La cité Camille Groult. Voilà, à Vitry. Il est né d'ailleurs, pour la petite histoire, le jour de la fête de la musique. Ça lui prédestinait un destin assez sympathique dans la musique. Avant même d'ailleurs que cette fête existe, un 21 juin 1978, l'ami Rimka. Il sera avec nous tout à l'heure, il sera surtout à l'Olympia ce vendredi 6 octobre pour un grand concert avec pas mal d'amis. Apparemment, il va nous faire, on lui posera la question tout à l'heure, mais petite rétrospective de ses plus grands tubes, évidemment mélangé avec les nouveaux titres extraits de son album qui s'appelle Fantôme. Et on peut dire que musicalement, il a quand même su évoluer avec le temps. Et beaucoup de sujets reviennent dans les chansons de Rimka, ses origines algériennes qui sont très présentes, la violence policière qu'il dénonce. Voilà, il se pose en tout cas beaucoup de questions au travers de ses chansons, des thèmes très intéressants qui sont abordés. Un album en tout cas à découvrir avec quelques collaborations et pas des moindres, donc l'artiste, Sadek et plein d'autres évidemment. Pour l'ami Rimka qui sera avec nous tout à l'heure, 17h30, soyez là messieurs dames. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer via Twitter LGF officiel. D'ailleurs, pour répondre à cette question du jour qu'on vous pose d'ailleurs sur Twitter, la mosquée de Paris, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, qui déclare dans un communiqué trop, c'est trop par rapport à l'attaque au couteau à Marseille et implore finalement les musulmans à donc se faire entendre en quelque sorte. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous répondez donc sur la page Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à la question du jour. Bienvenue tout le monde, et puis vos places tout à l'heure à gagner pour l'Orchestre National de Barbès. Ça c'est du bon aussi, hein. Très très bon l'Orchestre National de Barbès à l'occasion du festival Les Villes des musiques du monde qui fête d'ailleurs son 20e anniversaire, et ils seront à Blanc-Ménil aux 2 pièces cuisine le 4 novembre prochain pour une belle et grande soirée. J'ai 2 places à vous offrir tout à l'heure pour l'Orchestre National de Barbès dans le quiz du LGF. Bienvenue tout le monde, le programme est plutôt sympathique. Dans un instant on va démarrer justement avec toutes ces organisations musulmanes qui ont réagi. Beaucoup ont réagi aussi, amis auditeurs, auditrices, à ce qui s'est passé évidemment à Marseille. Et puis on évidemment parlera de toutes ces infos zappées, notamment à Las Vegas. Vous avez vu ce tueur complètement fou. On a retrouvé un véritable arsenal dans sa chambre du 32e étage de cet hôtel où il a arrosé tout le monde. Ce concert de country, 59 morts et plus de 500 blessés. Le bilan est évidemment encore provisoire. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le Grand Forum jusque 18h avec Osinras en ce mardi après-midi. Vos appels bien sûr au 01 40 33 9000 pour intervenir à n'importe quel moment dans cette émission bien sûr, et pour vous permettre bien sûr de réagir à l'actualité. L'actualité évidemment, cher Ossine, qui nous emmène à Las Vegas. Avec l'état de choc pour Las Vegas après la pire fusillade de l'histoire moderne des États-Unis. 59 personnes sont mortes dimanche soir sous les rafales tirées par un Américain blanc. J'aime bien parce que j'arrête là-dessus parce que sur toutes les dépêches, et vous pouvez regarder depuis ce matin à la télé et à la radio, vous entendez Américain blanc. Ça vous choque pas, moi ça me choque personnellement, mais bon. Il avait 64 ans, Stéphane Paddock donc, depuis le 32e étage d'un hôtel. On compte plus de 500 blessés dans une ville dédiée à la fête. Les habitants de Las Vegas se sont mobilisés, que ce soit d'ailleurs par de simples rassemblements le soir sur l'avenue principale de la ville, le fameux Strip, ou alors en allant donner leur sang dans les hôpitaux,
quoi qu'il en soit, un véritable carnage qui s'est produit donc à Las Vegas. Hossein, est-ce que là on pointe du doigt encore une fois la vente d'armes, bien sûr, qui est légale aux États-unis, et le lobby surtout, un lobby extrêmement puissant. Je sais que Barack Obama avait tenté peut-être d'essayer d'éradiquer cela, mais sans succès, bien entendu, puisque le marché des armes est très important aux États-Unis. Il est phénoménal, même ailleurs dans le monde d'ailleurs, mais bon, comme aux États-Unis, dans le marché intérieur, il y a la libre circulation, ça rend encore plus exponentiel leur business par rapport à ça, et les revenus qui sont générés, bien sûr. Ouais. Ils vendent à l'extérieur, ils créent des guerres sans viser personne, et puis à l'intérieur aussi, il y a des combats qui sont menés entre les citoyens eux-mêmes, de différentes communautés, comme on a pu voir plusieurs fois. Des fois, c'est des jeunes qui pètent un plan et qui rentrent dans un lycée pour tout mitrailler. On va mettre ça sur le dos de qui cette fois-ci? On a tenté hier de lier ça à Daesh. Ouais, qui a revendiqué, hein. Qui avait revendiqué, ouais, justement. Est-ce que c'est le vrai site? Il semblerait que c'est le vrai site qui l'a revendiqué en plus. A priori, oui, mais de toute façon, le FBI reste tout à fait perplexe par rapport à ça. Et pour le FBI, il n'y a aucun lien avec une entreprise terroriste. Mais j'espère qu'on passera pas sous silence ce qui s'est passé justement par rapport à ça, parce que pour moi, ça soulève des questions. Aujourd'hui, on peut débattre maintenant sur le fait que voilà, est-ce que Daesh, est-ce que les personnes les personnes qui sont censées le faire, est-ce qu'elles sont compétentes pour déclarer qu'un message de Daesh est certifié ou non? Est-ce que c'est vrai ou pas? Par exemple, c'est des opportunistes, Daesh. C'est des opportunistes. Maintenant, on l'a bien prouvé. Pour moi, c'est une preuve, l'opportunisme d'hier, puisque vraiment le lien, selon la CIA et les États-Unis, il y a aucun lien entre Daesh et ce tueur. Malheureusement, ça a été repris par les médias en France, etc. Faut savoir que la plupart des actes terroristes en France qui ont été menés par des jeunes, souvent nous, par exemple, dans les quartiers ou dans les communautés, on dit souvent c'est des fous, ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que vraiment, nous, on le sait. Il y en a plein qui ont pété un câble en France, dans les quartiers, on les voit, ou même ailleurs, ou dans les villages, etc. Donc, quand à la fin, les médias, ils disent oui, il y a un lien avec Daesh parce qu'ils ont revendiqué l'attentat au couteau d'hier ou d'avant-hier ou ceci, cela, même ça, faut qu'on remette en doute. Pourquoi? Parce que la personne est forcément décédée, puisqu'en France on tue toute personne qui agit selon un acte terroriste selon eux. Donc au final, on n'aura que la vérité des policiers qui diront oui, il y avait une lettre sur lui qui revendiquait son acte envers Daesh. Parce que maintenant le fait que Daesh certifie un acte, c'est plus légitime maintenant. On peut plus se fier à ça. Quoi qu'il en soit, le tueur, donc Stephen Craig Paddock, s'est suicidé avant que la police ne l'arrête. La police qui a retrouvé dans sa chambre d'hôtel aussi 23 armes de calibres différents, dont des fusils d'assaut transportés dans plus de 10 valises. Certains fusils d'ailleurs étaient équipés de lunettes. La voiture du comptable retraité contenait du nitrate d'ammonium, un engrais qui peut servir à fabriquer des explosifs. Chez lui, à 120 km de Las Vegas, un autre arsenal a été découvert. 19 armes, des milliers de munitions et des explosifs. C'est assez impressionnant quand même, hein. 64 ans, quand on voit le profil de ce tueur, donc qui s'est qui s'est transformé en un boucher. Alors c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la revendication de Daesh. Effectivement, ça provient bien d'un site officiel, et ils disent même d'ailleurs qu'il s'était converti il y a plusieurs semaines et qu'il se ferait appeler Abu Abdelber l'américain. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, le FBI rejette toujours la piste d'un attentat terroriste et affirme n'avoir trouvé aucun lien reliant le tireur à Daesh. C'est ça qui est intéressant, parce que ici, avant même qu'une enquête soit faite, avant même qu'une quelconque recherche soit lancée, les médias, les politiques, tout de suite, incriminent ça à Daesh et sur le fait que ça soit un attentat terroriste. Je ne sais pas pour quelle raison. Encore une fois, on peut même reprendre l'individu de Marseille. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, parce que là, pour le coup, il y a eu faille, mon cher ami aussi. Bien sûr. Il y a eu une faille de l'État, de la justice française. On expliquera donc dans quelques minutes pourquoi. 01 40 33 9000, bien sûr. Direction Gaza maintenant, où en bref aussi, sachez que le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a réuni son gouvernement ce matin. Une première depuis 2014 et une étape vers la réconciliation entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le mouvement Hamas, qui contrôle l'enclave depuis 2007. Une réconciliation donc qui doit permettre le retour de l'autorité palestinienne aux commandes du territoire. Malgré les attentes de la population à l'issue du Conseil des ministres, ce matin, aucune décision de nature à changer la vie des Gazaouis n'a été annoncée.
Ces derniers mois, le bras de fer entre Fatah et Hamas a conduit l'autorité palestinienne à ordonner l'arrêt des livraisons d'électricité et de médicaments à la bande de Gaza, ainsi que la réduction des salaires des fonctionnaires. Des mesures punitives décidées après la mise en place par le Hamas d'un comité administratif vu par Ramallah comme un gouvernement parallèle. Après l'annonce du rapprochement il y a quelques jours, le mouvement Hamas a dissous son comité, réclamé à plusieurs reprises la levée de ces mesures punitives. C'était aussi une attente importante donc de la population qui vit aujourd'hui avec 4 ou 5 heures d'électricité par jour. Mais sur le sujet, le gouvernement a renvoyé à de nouvelles discussions entre le Hamas et le Fatah au Caire la semaine prochaine. Bon, réconciliation, tant mieux, mais a priori, rien ne change pour les Gazaouis qui ont, disait, 4 à 5 heures d'électricité par jour et sans que ça n'émoie qui que ce soit. On se rend compte que voilà, même là-bas, entre politiciens, en fait c'est une affaire encore politique entre eux, et que les citoyens, pour eux, rien ne change. Quand, comme tu as dit, la situation des Gazaouis est catastrophique, et eux ils se prennent la tête à renvoyer dans plusieurs semaines des rendez-vous qui mèneront des fois nulle part, pour décider de oui ou non est-ce qu'on s'entend sur tel ou tel point. Maintenant, est-ce que la lutte palestinienne, on l'accepte de toutes les manières, ou est-ce qu'elle doit être uniquement politique et avoir confiance qu'en Mahmoud Abbas sans qu'au gouvernement? C'est difficile. Franchement, en tout cas, quoi qu'il en soit, au final, les Gazaouis, c'est eux qui payent, et entre autres, et tous ceux qui sont dans les territoires colonisés. Malheureusement, information aussi importante qui a fait la une de tous les journaux de ce week-end, les portes de la Sagrada Familia et celles du Barça fermées, les transports perturbés. La Catalogne est en grève aujourd'hui pour défendre ses droits et dénoncer les violences policières de dimanche lors du référendum interdit par Madrid. Je suis convaincu que cette grève sera très suivie, a déclaré ce matin le président de la région, Carles Puigdemont, qui entend prouver que toute la société le soutient dans son bras de fer avec Madrid. Et a priori, il a été entendu puisque on annonce 300 000 personnes dans les rues cet après-midi pour manifester. Grève donc générale, paralysie totale de la Catalogne donc avec ce qui s'est passé ce week-end. T'as un petit avis là-dessus aussi sur le fait que moi je respecte moi je respecte grave ce qui se passe. Je parle des citoyens du peuple catalan. Après pour leurs opinions et leurs revendications, je suis pour l'autodétermination des peuples. Donc s'ils sont considérés par un vote légitime qui doivent être indépendants à 100%, c'est leur choix. On se bat aussi pour ça dans d'autres pays, pourquoi on le ferait pas en Europe? Moi, ce qui m'a choqué plus, c'est aujourd'hui la France qui se prononce et qui soutient Madrid. Ouais. Pour moi, c'est très choquant pour un pays des droits de l'homme. Au lieu d'appeler à la retenue, d'essayer d'avoir un rôle de médiateur sans prendre parti. Encore une fois, ils prennent parti pour le plus fort. Et comme on l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. Et il faut pas oublier que la France a un avis déterminant puisqu'ils sont aussi frontaliers et voilà, c'est pas anodin que la France donne son soutien à Madrid. Affaire à suivre parce que c'est loin d'être terminé, cette histoire. Ils ont peur pour le Pays Basque, je pense. Oui. Ils veulent pas déclencher d'autres envies par l'exemple. C'est mon avis. Information aussi qu'on a eu qui a fait la une de toute l'actualité de ce matin, c'est cet engin explosif artisanal découvert dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. Plusieurs bonbonnes de gaz avec un dispositif de mise à feu étaient posées dans le hall et à l'extérieur d'un immeuble cossu du 16e arrondissement de Paris, près de la porte d'Auteuil. C'est un résident qui a donné l'alerte. 5 personnes ont été interpellées en région parisienne. Certaines étaient connues pour leur appartenance à la mouvance radicale. Voilà en tout cas ce qui pose des questions et qui évidemment interpelle notamment les habitants de ce quartier. Voilà, un agent explosif retrouvé dans un hall d'immeuble, c'est un peu une première aussi. Ouais, j'ai lu l'article, ouais, c'était un peu étonnant quand même. La personne, elle a entendu du bruit, donc elle est descendue, elle a appelé la police, ils sont arrivés, ils ont trouvé des bonbonnes de gaz qui étaient prêtes à exploser puisqu'il y avait tout un système de détonation avec un téléphone portable, etc. Le service de déminage est arrivé, ils ont déminé tout ça. Et on l'a su que 2 jours après. Oui, c'est ça. C'est arrivé samedi soir et c'est resté discret à ce qui paraît. C'est resté très discret, absolument. Et puis évidemment, ça s'est passé dimanche, on va en parler maintenant. Notre premier sujet à la une, des questions. Sur le meurtrier donc de 2 jeunes filles dimanche à Marseille. L'homme détenteur d'un passeport tunisien avait été interpellé vendredi à Lyon pour vol à l'étalage avant d'être remis en liberté alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a saisi l'inspection générale de l'administration. On peut parler d'une véritable faille pour le coup Hossein, puisque 24 heures à peine avant le meurtre qu'il a commis dimanche à la gare Saint-Charles,
arrêté, sans papier, effectivement, il devait être transféré en centre de rétention, sauf que l'employé à la préfecture n'était pas là, et donc ça n'a pas pu se faire. Le centre de rétention était également plein, et donc il a été relâché. Ouais, c'est une question qui peut aussi découler sur d'autres et qui peuvent faire défaut justement aux migrants, etc. Donc moi je préfère pas me prononcer sur tout ça, parce que justement ils vont rejeter la faute sur en se disant voilà, les centres de rétention ils sont trop remplis, donc qu'est-ce qu'on fait? Tu penses qu'ils vont être tu penses qu'ils vont se dire oui, on va les libérer un petit peu et essayer d'arrêter moins de migrants ou moins de personnes qui sont sans papier? Non, ils vont tous les envoyer au bled en disant voilà, on va vider les centres de rétention, de détention. Oui. Alors, on va en parler évidemment avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, parce que ce sujet est important et surtout au-delà de la réaction de la communauté musulmane, ce qui va faire d'ailleurs notre sujet à la une dans un instant. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous messieurs dames, avec Austin Ras et aussi messieurs dames avec un retour, et je suis ravi de le revoir, ça fait très très longtemps. Notre ami Ousmane Timera de passage. Salut Ousmane. Salut. Comment ça va Ousmane? Et à toutes. Bah écoutez, je suis vivant. Ouais, ça c'est la phrase préférée d'Ousmane. Tu vas bien depuis un petit moment? Oui, ça va. Ouais. Beaucoup de projets, beaucoup d'activités. Beaucoup d'auditeurs me demandent de tes nouvelles, hein. Sache-le. Ben écoutez, merci de penser à moi et j'espère qu'au-delà de l'antenne, nos pensées s'entrecroisent. Bon, alors, Ousmane, on n'a pas perdu les bonnes habitudes dans cette émission. Je rappelle d'ailleurs à tous les auditeurs qu'on recevra tout à l'heure notre ami Rimka, que tu connais, Rimka du 113. Oui, bien sûr. Et voilà, à l'occasion de son concert le 6 octobre prochain à l'Olympia. Il sera avec nous tout à l'heure. On pourra lui poser quelques questions sur ce monsieur qui a quand même plus de 20 ans de carrière, ce qui est pas rien. On vous fera gagner aussi des places pour l'OMB tout à l'heure. Ça sera dans le quiz du LGF, nouveau rendez-vous que Ousmane ne connaît pas, mais c'est normal. Mais nous étions en train de parler de ce qui s'est passé à Marseille dimanche, donc avec ce tueur qui visiblement était sans papier, d'après ce que l'on apprend, qui avait été arrêté 24 heures avant donc par la police, qui a été relâché suite à apparemment une faille donc de la justice pour le coup. Ceci étant, évidemment, c'est le choc, bien entendu, à Marseille et au-delà. Le choc ici dans les instances musulmanes qui ont tous été de leur petit communiqué, à l'image par exemple donc de quelques associations telles que, alors attendez, hop, voilà, le Conseil constitutionnel, le Conseil français du culte musulman, pardon. Hein, le Conseil, si j'arrive à confondre ces deux-là, ça va pas aller. Quoi qu'il en soit, l'attaque a naturellement donc provoqué une pluie des réactions à travers la France. Le Conseil français du culte musulman a condamné donc hier un attentat lâche et barbare qui a visé délibérément 2 de nos concitoyens à Marseille et réitère la nécessité de rester unis dans la nation face à ces usurpateurs qui n'ont qu'une once de proximité avec les valeurs que prône l'islam, religion de paix universelle. Le rassemblement des musulmans de France, RMF, a voulu saluer le grand professionnalisme des militaires et des policiers qui ont réagi avec courage et sang-froid en neutralisant l'assaillant, indiquant l'importance de chacun de faire preuve d'une vigilance et d'une mobilisation sans faille face à un niveau de la menace terroriste qui reste malheureusement extrêmement élevé. Et pour la Grande Mosquée de Paris, avec son petit communiqué qui nous dit trop, c'est trop. Pour la Grande Mosquée de Paris, donc, le profil et les motivations de l'assaillant restent encore à déterminer, mais la Grande Mosquée de Paris estime dans un communiqué au ton très offensif, au titre trop, c'est trop, donc que les musulmans de France sont aujourd'hui impuissants à stopper le déferlement de valeurs provoqué à distance par des manipulateurs ennemis forcenés et ennemis de la République, des musulmans qu'ils placent volontairement dans une situation qui rend de plus en plus difficile notre vivre ensemble. Elle indique dans le même temps, qu'ils ne peuvent plus rester impassibles, sans réagir devant tant d'ignominie et tant de barbarie, tant de sang versé prétendument donc au nom des valeurs essentielles et sacrées de leur religion. Donc la Grande Mosquée de Paris demande en clair aux musulmans de ne plus rester impassibles. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel de la Grande Mosquée de Paris, Ousmane? En fait, pour quelqu'un qui a déjà regardé le film, connaît déjà la scène
qui se répète à chaque fois. C'est qu'effectivement, on ne peut que condamner, et nous savons que d'autres attentats auront lieu. Disons-le clairement, il y aura d'autres attaques, il y aura d'autres blessés, et il y aura d'autres morts. Dire cela, c'est déjà faire un constat, et à partir duquel on se doit de prendre les mesures qui permettent de protéger au maximum. En tout cas, de régler les conflits qui sont à l'extérieur et qui provoquent ces attaques à l'intérieur, d'une part, et d'autre part, se donner les moyens de protéger nos concitoyens. Or, il faut quand même comprendre le contexte dans lequel on se trouve. C'est au moment où on fait voter la loi sur la sécurité, où on va prendre un certain nombre de dispositifs qui existent dans l'état d'urgence et on va les mettre dans le droit commun. C'est dans ce débat-là que cet attentat a lieu. Et donc ça va donner au fait un argument supplémentaire à ceux qui veulent justement le tout sécuritaire. Donc on est dans ce contexte-là. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans peuvent faire ? Je pense que le propos des représentants non choisis de la communauté musulmane, bon, elle est là pour faire joli, mais c'est pas aux musulmans de se protéger ou de protéger la France, c'est au pouvoir public. Ouais. Les musulmans ne peuvent rien faire si ce n'est de dire qu'on condamne, mais ça fait longtemps qu'ils le disent. Si ce n'est de provoquer un contre-discours, mais ça fait longtemps qu'ils le font. Peut-être qu'il faut être plus offensif, peut-être qu'il faut continuer, peut-être qu'il faut des moyens aussi. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Beaucoup de gens ont envie de faire un travail. Mais quels sont les moyens qui sont investis pour les aider à s'exprimer, à développer une recherche profonde, un contre-discours? Donc c'est tout cela qu'il faut faire. Au-delà de la morale, il faut des actes concrets, de la part des pouvoirs publics comme de la part des responsables musulmans. Tu partages, Houssine ? Oui, tout à fait. Déjà, je pense que les musulmans, comme l'a dit Ousmane, font leur part du travail. Déjà, en nous-mêmes, en tant que musulmans, on est choqués, on est les premières victimes, on l'oublie jamais, parce que toujours c'est perpétré en notre nom, en tant que nos croyances, par rapport à nos croyances. Et de deux, moi je trouve que c'est trop facile de leur part de dire oui, les musulmans doivent, en même temps, en disant ça, on dirait qu'ils confirment ce que disent pas nos ennemis ou nos opposants, mais ceux qui nous critiquent et nous condamnent à chaque fois. Moi je trouve que les musulmans, déjà en tant qu'humains et en tant que citoyens, ils se révoltent sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les discussions de comptoir. Ils sont là en tant qu'êtres humains et en tant que Français, ils participent à leurs manifestations lorsqu'ils le veulent, leurs rassemblements, et ils l'expriment à leur manière. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir de quoi parle-t-il quand ils disent que nous, en tant que communauté, on doit agir, on doit parler, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ? Qu'est-ce qu'ils proposent de faire ? Oui, en tout cas un ton assez offensif donc de la mosquée de Paris. On vous pose la question, répondez donc sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le Twitter aussi LGF. On en parlait tout à l'heure avec Ousmane. C'est dans ce contexte donc tendu que les députés votent aujourd'hui la sortie de l'état d'urgence et le projet de loi antiterroriste proposé donc par le gouvernement. Si l'adoption du texte ne fait pas de doute, à droite on monte au credo. Ce texte est laxiste, il abaisse le niveau de sécurité des Français. Un groupe de plusieurs députés, les Républicains, a même rédigé un projet de loi alternatif. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, est à l'origine de ce texte. Ce drame, cette tragédie aurait pu être évitée. Nous voulons lancer ce message extrêmement important. Nous savons que dans les actes de terrorisme, comme dans les actes de délinquance de droit commun, très souvent et très fréquemment se trouve une surreprésentation de la criminalité, de la délinquance étrangère ou d'auteurs ou de personnes représentant une menace terroriste. Nous voulons nous attaquer très clairement, sans tabou, à cette situation en disant, là encore, et en adressant ce message, de l'éloignement que nous voulons de plus en plus systématique de tous les étrangers qui représentent une menace pour la France ou qui ont causé, par leurs actes criminels ou délictueux, une atteinte à la sûreté nationale. Tout le monde a bien compris évidemment la position de Éric Ciotti donc concernant ce texte qu'il entend proposer donc à l'Assemblée nationale. Ousmane, c'est toujours le même refrain côté républicain finalement. Ouais, mais les républicains, toujours la même cible. C'est pas une cible. On est dans un jeu de marionnettiste, marionnettiste, pardon. Mais et surtout que les marionnettes sont nos politiques, parce qu'ils ont face à eux un pouvoir qui se dit de gauche, qui mène une politique de droite, et les gens de droite se trouvent dans une situation où ils se rendent compte que les éléments de l'état d'urgence de fait se trouvent dans
le nouveau dispositif de loi que veulent mettre la majorité En Marche. Donc, de fait, on donne plus de pouvoir au pouvoir administratif pour pouvoir arrêter les personnes sous simple soupçon, sans que il y ait intervention des juges. Et donc, on donne plus de pouvoir de restriction pour restreindre les libertés sous un soupçon. Un simple soupçon suffit à ce qu'une personne soit assignée à résidence, soit arrêtée ou autre. Donc on est dans ce que un des députés insoumis disait, dans une démocrature. Parce que ce genre de choses, on donne plus de pouvoir à l'État. Maintenant, quel est le lien entre terrorisme et étranger et sans-papier? Qu'on me mette un lien logique. En quoi est-ce que le fait qu'une personne n'ait pas de papier est plus susceptible d'être un terroriste qu'une personne qui aurait des papiers? Le terrorisme n'a rien à voir avec le caractère étranger ou immigré d'une personne. Elle a à voir avec un acte délictueux qu'il faut condamner en tant que tel, sans faire de généralité avec des soi-disant personnes qui lui ressembleraient. C'est stupide. Donc on est dans l'agitation, on n'est pas dans l'action concrète. Là où en plus on est en train de réduire les effectifs, on est en train de réduire le budget de manière générale dédié à la sécurité, et qu'on est en train de tout informatiser, sans donner aux policiers, sans donner aux forces de l'ordre les moyens d'agir de façon concrète. Donc on est dans du symbole, sans se donner les moyens du concret. C'est un peu l'appel que tout à l'heure vous disiez de la part de la mosquée de Paris et des autres institutions musulmanes. On est dans les symboles, on n'est pas dans le concret. Moi, je veux être un politique dans le concret. Je me fiche complètement de savoir quelle est la nationalité de celui qui a fait du tort et qui a posé l'acte. Je veux l'attraper, le condamner et éviter que cela arrive. Enfin, je pose une question innocente. Comment ça se fait que à peu près à chaque fois les différents terroristes que nous attrapons étaient d'une manière ou d'une autre entre les mains auparavant des forces de l'ordre? Oui, c'est pour ça que ça pose question. Oui, il y a faille. Non, moi je dis pas qu'il y a faille, parce que là on est en train de dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le type a été attrapé la veille ou il y a 2 jours parce qu'il volait, il avait volé et qu'ensuite on l'a relâché. Mais parce que la loi a indiqué qu'il avait, il a volé. Et il a été condamné. Et ensuite, à 2 mois, je crois, de prison. Ensuite, il a été relâché parce qu'effectivement, il n'y a pas d'éléments pour pouvoir le garder plus longtemps. Si, sauf qu'il était sans papier, Ousmane. Mais on garde pas quelqu'un en prison parce qu'il est sans papier. Non, on le met en centre de rétention, on l'expulse. Mais même ça, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est la loi. Non, c'est pas la loi. En fait, la procédure, ça devrait être celle-là. C'est ce que dit Christophe. Ah, d'accord, pardon, oui. Voilà. Et c'est là où la procédure, ils disent quoi au final? Qu'il n'y avait pas de place, par exemple, dans le centre de rétention, c'est ça, Christophe? Oui, c'est ça. Et surtout que le fait que l'employé qui était censé signer le papier pour que ce monsieur soit transféré au centre de rétention n'était pas là. Ah oui, exactement, voilà. Sans social à la préfecture. Donc, encore une fois, et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui s'élèvent en disant parce qu'il faut revenir en amont. C'est toute la politique publique de sécurité d'une part, couplée avec la politique publique d'immigration qu'il faut revoir de fond en comble. Oui. Complètement. Bien sûr. Après, moi, mon avis sur Marseille concrètement, si on oublie tout ce qui se passe dans les médias, moi, je pose une autre question. C'est que, aujourd'hui, deux femmes, bon, je vais pas rentrer dans 2 femmes blanches, etc., se font agresser par un acte terroriste ou non, en pleine gare de Marseille-Saint-Charles, et ils se font agresser, sont mortes. Malheureusement, paix à leur âme. Et aujourd'hui, il y a à juste titre, il y a tout un remue-ménage médiatique, il y aura une grosse enquête, etc., etc. Faut pas oublier qu'à Marseille, il y a beaucoup d'agressions dans l'année qui se passent entre immigrés, entre jeunes d'origine immigrée, soit dans les quartiers nord, soit dans des grandes places. Il y a des agressions, des vols. Il y a eu des agressions au couteau. Il y a eu beaucoup de crimes comme ça. Et il y a pas eu réellement d'enquête ou de stratégie de sécuritaire là-bas sur place qui ont été mis en place depuis toutes ces années. Fusillades à proximité des écoles. Fusillades à proximité des écoles. Il y a des quartiers qui ont du mal à en vivre, etc. Ouais. Et moi, je salis pas les quartiers de Marseille. C'est une très belle ville et je sais que les Marseillais, ils vivent très bien leur ville, etc. C'est juste ce problème sécuritaire qu'ils aimeraient bien régler. Entre autres, et aujourd'hui, on va faire toute une enquête, etc. Mais pourquoi on l'a pas fait depuis tout ce temps? Je vais pas dire que en fait, c'est comme un retour d'épée, tu vois. Je dis pas que c'est mérité, mais quand même, depuis toutes ces années où la ville de Marseille, moi, j'ai déjà vu des policiers à Marseille, j'ai déjà entendu des discussions entre policiers qui parlent de business, qui sont en train de parler de business de certains mecs des cités, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la police là-bas, c'est réellement, je vais pas généraliser, mais il y a tout un système à retravailler sur Marseille. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ce week-end, en fait, ça va les réveiller, peut-être que ça va les rendre un peu plus actifs sur ce terrain. Moi, je trouve que pendant longtemps, les jeunes de quartier, quand ils se font tuer à Marseille, il n'y a pas d'enquête. Il y a un classé sans suite où à la fin, c'est juste un règlement de compte. Il n'y a pas une enquête qui est faite, qui a tiré, qui a tué, qui a fait ceci, cela. On est sur autre chose. L'affaire est très bâclée.
Aujourd'hui, avec l'affaire qui s'est passée ce week-end, elle sera pas bâclée. Il y aura une grosse enquête, et je pense que c'est tout un travail sur la sécurité qu'il y a à faire à Marseille. C'est ça que je voulais dire. Oui, Ousmane. Non, j'abonde dans le sens de notre ami, c'est que surtout c'est le symbole qu'on y met. Ouais. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui différencie effectivement cet acte-là criminel odieux avec les autres actes du quotidien qui ont lieu? Quand on mise là-dessus, c'est que on met les projecteurs sur cet acte-là à cause du symbole qu'on y met derrière. Non, le symbole du terrorisme islamique, etc. Alors que il y a plus de morts d'accidents de voiture ou de morts au travail ou de morts dans d'autres circonstances qu'il y en a Bien sûr. pour des actes terroristes qui sont dus à des causes politiques que l'on connaît. Donc le fait que l'on braque les projecteurs dans ce sens-là doit questionner sur la raison d'être de cela. Ça ne justifie pas. Bien sûr. Mais ça en dit long sur la manière dont la société se contre-perçoit et quel est l'intérêt des médias d'aller dans ce sens-là et que ça a des conséquences en termes de choix de politique publique. Bon, on enchaîne avec maintenant le zapping pour tout à fait autre chose. Pour commencer ce zapping, ce massacre des Rohingyas, avec ce témoignage poignant de Rosie qui a assisté à la mort de ses parents à seulement 11 ans. Les militaires sont entrés dans le village. Ils ont brûlé les maisons. J'ai vu la situation cachée près de la colline. J'ai vu le corps de mes parents, morts, et plein d'autres corps aussi. Je me suis enfui avec d'autres villageois. Do you know what you're going to do now, you and your sister? J'aimerais continuer mes études au Bangladesh. Terrible ce genre d'image quand même. Des Rohingyas qui continuent d'être persécutés. Cette petite fille qui dit qu'elle a vu ses parents morts. Vous imaginez un petit peu le choc? Voilà. Sur la situation des Rohingyas, Ousmane, t'as suivi ça un peu évidemment de près? De là où j'étais, mais en fait, de façon globale, il faudrait. Je fais deux analyses. La première analyse, c'est sur l'ordre international dans lequel nous sommes. La communauté internationale ne se mobilise que pour les intérêts particuliers des puissances. Si c'était d'autres populations avec d'autres enjeux qui étaient en jeu là-bas, ça ferait longtemps ça sera réglé. Que ce serait réglé ou qu'il y aurait eu une guerre. Ouais. On a mobilisé des guerres pour moins que ça, et d'ailleurs quelquefois aussi pour des informations fallacieuses. Suivez mon regard du côté de l'Irak. Ça, c'est un premier élément. Donc dire que l'ordre international est juste en soi et qu'il défend les droits de l'homme quels qu'ils soient et qu'il ne défend pas en réalité la puissance des grandes puissances est une fumisterie. Il n'y a en aucun cas une défense des droits de l'homme, premièrement. Deuxièmement, ça questionne aussi sur le fait que toutes ces guerres et tous ces massacres ont toujours lieu chez les musulmans. On est obligé de le dire. On est obligé de dire que quand même, là où il y a des guerres, là où il y a des massacres, là où ça va mal, c'est comme par hasard là où il y a des musulmans. Et c'est aussi comme par hasard aussi là où il y a des intérêts géostratégiques. Parce que dans la région où vivent les Rohingyas, il y a des ressources minières très importantes. Et puis, il y a des éléoducs qui doivent passer dans ce coin-là, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, il n'y a pas de guerre sans intérêt géopolitique. Et enfin, troisièmement, cela a dit aussi la faiblesse des États ou de la communauté musulmane internationale, son incapacité à se défendre et à défendre ses intérêts, et à imposer, entre guillemets, le respect aux autres nations qui, d'une manière ou d'une autre, dans le siècle qui vient, en tout cas au milieu du XXIe siècle, si jamais il y aura une guerre mondiale, elle se fera dans les terres musulmanes, parce que c'est là où les dernières ressources en termes de matières premières se trouvent, en termes de pétrole, en termes de minerais. C'est comme par hasard dans les pays majoritairement musulmans, de Dakar à Jakarta. Donc que les dirigeants s'y attendent, s'ils ne prennent pas les moyens de protéger leur population, ils seront victimes des grandes puissances qui ont tout intérêt à déstabiliser ces populations. Autre sujet dans le zapping, dimanche soir, le magazine Enquête exclusive sur M6 se rendait aux États-Unis où les tensions raciales sont de plus en plus fortes. Bernard de la Villardière, encore lui, a rencontré un suprémaciste blanc qui ne cache pas ses opinions et qui affirme sans problème que les Noirs doivent vivre en Afrique et les Asiatiques en Asie. Pour lui, il faut tout simplement séparer les races. Un reportage qui a évidemment choqué, vous en doutez, de nombreux téléspectateurs.
Oui, c'est vrai. Je crois en la séparation des races. Je pense que les Noirs doivent vivre en Afrique et les Asiatiques en Asie. Mais avez-vous conscience que ce genre de propos peut attiser les divisions et la haine entre les Noirs et les Blancs? Oui, ça pourrait, oui. Ou entre les Juifs et les non-Juifs? Écoutez, moi j'ai une solution garantie à 100% pour résoudre ce problème. Il faut séparer les races. Son organisation diffuse sa propagande par le biais de fascicules qui confirment l'absurdité de son message. Donc vous voulez changer le monde à travers l'éducation, mais pas par la violence. Oui, c'est cela, je ne cautionne pas la violence. Cela dit, je perçois le monde à travers la lecture de la Bible, dont certains passages sont très violents. Donc vous n'excluez pas la violence. En fait, je l'autorise si elle est inspirée par l'Esprit Saint. Voilà ce que l'on peut entendre le dimanche soir sur M6, Ousmane. C'est intéressant, on dirait Daesh. Si la violence est inspirée de l'Esprit Saint. D'ailleurs, pour faire le lien, il y a Daniel Obono qui a cité un extrait de la Bible justement à l'Assemblée en parlant de ça. Et c'est là où on voit le risque justement des nouvelles lois sur l'état d'urgence qui va être banalisé, intégré justement aux nouvelles lois. Elle explique que c'est triste parce que justement c'est les lieux de culte musulmans qui sont visés à chaque fois. Il y aura une facilité de fermer un lieu de culte musulman sur simple suspicion. Moi qui connais un peu les liens entre les associations cultuelles et les mairies, les municipalités, les institutions, il y a beaucoup de clientélisme qui est fait, et quand tu n'es pas forcément d'accord pour ce clientélisme, forcément les politiciens comme le maire qui est en place localement va te fermer des portes et va porter la suspicion sur toi. Donc si c'est aussi facile pour fermer des mosquées, ça va être difficile, ça va être dur pour nous. Et là c'était marrant parce que Daniel Bonol a lu un texte justement de la Bible, donc de la France insoumise, et qui était très tragique, qui était très cruel. Moi j'ai trouvé ça très dur, et moi j'ai trouvé ça pertinent. Pas pour viser les chrétiens. C'était pour expliquer que justement que les autres lieux de culte aussi sont à surveiller, et que c'est pas forcément le culte islamique, parce que dans quelques passages qui sont mal traités par les personnes, à mon avis c'est vu comme ça c'est mon opinion, que voilà, que un jeune qui est un peu faible d'esprit, qui va lire le Coran tout seul, ou qui va mal comprendre une phrase qui pourrait lui tourner le cerveau, ça peut aussi arriver à un chrétien ou à un juif. Ouais, je vois, ouais. Mais le problème de cette vision, c'est qu'il pense que le terrorisme n'a pas des conséquences, n'a pas des origines et des conditions politiques, mais a une origine idéologique religieuse. Exactement. Et que c'est la religion intrinsèquement. Ce qui est stupide. Et d'une part, et d'autre part, c'est à un moment donné, en tant que politique, jouer le théologien là où il faut faire de la politique. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, ça n'est pas l'idéologie portée par la personne. Ce qu'elle pense, c'est son problème. C'est l'acte en lui-même, comment l'empêcher d'agir. T'as le droit de penser que les êtres humains sont inégaux. T'es raciste? Ok. C'est juste que ton racisme, je veux pas en entendre parler, d'une part, et que je veux pas que ça ait des conséquences dans ma société. C'est tout. Mais tu peux garder ça dans ton coin, dans ta chambre, c'est ton problème et autres. Donc l'État ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des gens seulement, ou en disant que l'origine c'est la religion. Qu'est-ce que tu peux faire avec une telle vision? Je pense pas que c'était son but. Je parle de l'État. Je parle pas de Daniel Obono. Je parle, ce qu'elle a montré, c'est justement que c'est pas religieux, d'une part. D'autre part, si vous voulez attaquer la religion en tant que telle, et bien c'est toutes les religions que vous allez mettre en difficulté, d'une part, et donc il va falloir surveiller tous les religieux. Mais je pourrais aller même plus loin. On pourrait aussi surveiller tous les communistes, on peut surveiller tous les écologistes, on peut surveiller toutes les idéologies possibles. Parce que toutes les idéologies, toutes les religions portent en elles, à un moment donné, un discours de lutte contre ceux qu'ils considèrent comme leur ennemi. Alors comment on fait? Donc le problème du terrorisme n'est pas lié à l'islam, elle est liée au problème politique que les politiques se refusent de régler en prétextant que le problème est théologique. Mais avec les nouvelles lois, on y arrive justement, puisque les écologistes, comme l'extrême gauche et comme l'extrême droite, j'espère aussi, sera surveillé de manière plus mais c'est le but, plus drastique, j'espère, surtout pour les cas les plus radicaux et vraiment qui peuvent porter atteinte justement à la population ou à nous, etc. Là, je suis d'accord. Maintenant, c'est sur la surveillance qui sera trop accrue, et je pense que ça pourrait profiter à un pouvoir qui est en place, par exemple. Et c'est là le danger, c'est que les lois qui vont être mises en place, c'est que le pouvoir qui est en place pourra faire surveiller les partis politiques qui sont opposés à lui. L'objectif principal de cette loi, elle ne vise pas les musulmans.
Mais je pense pas non plus. Elle vise les musulmans d'une part pour maquer et pour cadrer et montrer aux musulmans que c'est nous les maîtres, parce que c'est ce qu'ils ont fait suite aux attentats du 13 novembre. Les milliers de personnes qui ont été qu'on a attrapées pour rien du tout. On va voir ce qu'en pense Samir, il est avec nous au téléphone. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Bonsoir Samir. Alors prends part aussi à cette discussion qui s'est engagée avec Hossein et Ousmane. Moi j'entendais, en fait, je voulais rebondir sur il y a un de vos chroniqueurs qui disait, excusez-moi, je sais pas comment dire. Pas de problème. Intervenant qui disait en fait que la Première Guerre mondiale, ou en tout cas que la guerre mondiale, elle se passerait sur les territoires musulmans. Je suis pas opposé à son idée, et je me dis que finalement, quelque part, on a eu aussi en Syrie une sorte de représentation d'une Troisième Guerre mondiale, avec des conséquences réelles. C'est-à-dire que il y avait une phrase, je crois, de Bachar el-Assad, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui disait: ils sont venus se partager la Syrie, les superpuissances, et c'est la Syrie qui a partagé le monde, qui a finalement fait d'un monde unipolaire un monde multipolaire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un camp contre l'autre, et d'ailleurs dans les deux camps des pays musulmans. Donc on est loin du manichéisme, islam contre Occident. Mais je voulais en fait juste rebondir par rapport à quelque chose en fait. Juste rapidement dire que je fais parfois des covoiturages, et il m'arrive de faire des covoiturages avec des personnes dites européennes, je crois d'origine européenne. Ouais. Et j'étais avec deux personnes et on discutait, et il y a des fois en fait où on a des ressentis, des impressions, et juste avant de prendre le covoiturage, on se serre la main, de courtoisie, tout ça. Et il y a des fois, et dans sa tête, c'est vraiment, oh là là, celui-là, il a une tête de facho. Alors on devrait pas penser comme ça, mais des fois on le pense. C'est vrai, ça arrive ça. Hein. Ah ouais. Comme on peut avoir celui-là, oui. La même chose dans le sens inverse. Ouais. Voilà, celui-là, il a la tête de ce qu'on veut. Et du coup, on se met à parler de tout, de nos jobs, de nos métiers, et on se met à parler du climat, et on en vient finalement aux attentats. Et au climat. Et celui qui avait une tête, alors j'aime pas parler comme ça, mais je vais le dire parce qu'on est à la radio, il faut aller vite et simplifier. Celui qui avait une tête de facho, à un moment donné, il fait, mais non, mais, et il sort, il fait, non, mais, franchement, il fait, c'est nous qui avons merdé. C'est nous qui avons détruit les pays musulmans. Il fait, on les bombarde, on les tue, et voilà, et après on se présente comme des victimes. Et c'est là où j'ai bondi sur mon siège, j'étais derrière, et je lui dis, pour rigoler, non, mais toi, attention, tu vas être fiché S, toi. Donc, pour dire que je pense, et tout ça à partir de cette anecdote, je voulais dire que en 5 ans, c'est-à-dire que quand même, ça fait quand même 3-4 ans qu'on a eu des attentats, les Français ont évolué. Alors ils savent que quelque part qu'il y a terrorisme, il est instrumentalisé, il est manipulé, et je vais aller même plus loin, et je vais vous dire, je pense que pourquoi les gens sont aussi, se retiennent quelque part, parce qu'on pourrait avoir des gens qui sortent dans les rues, qui agressent. Alors peut-être que ça existe, mais quand même, il faut avouer ou reconnaître que c'est à un petit niveau, je veux dire. On aurait pu avoir des pugilats, des gens qui sortent et qui passent comme un peu en Corse, je sais pas si vous vous rappelez, et pour d'autres raisons, quoi. Et je me suis dit que finalement, les Français, sont conscients que quelque part, ce qui arrive ici même sur les territoires français, n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire qu'on a ouvert la boîte de Pandore là-bas, et que finalement on a une part de responsabilité. Et que donc finalement, d'une part, je pense que les Français sont civilisés, et que finalement ça donnait à des violences comme ça envers une minorité, c'est pas leur truc, mais que finalement ils savent que c'est quelque chose de plus complexe, où finalement on a aussi une part de responsabilité ici en France par rapport aux événements qui arrivent. Merci Samir pour votre réflexion. Je sais pas si Ousmane ou Hossein souhaite réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à cette anecdote racontée par Samir et son analyse qu'il en fait. Voilà. Bon. La population française est plus mature que sa classe politique. Oui, et ses médias. Et ses médias. Oui. Et d'une part, et d'autre part, effectivement, il faut saluer le calme de notre pays, notre calme à tous en tant que population française, où effectivement l'objectif de ces attentats, c'est bien sûr de se jeter mutuellement les uns sur les autres. Et le fait que, par exemple, après l'assassinat du prêtre, oui. J'ai oublié son nom. Jacques Hamel. Le fait que les chrétiens aient tendu la main aux musulmans
ce qui n'était pas évident, et qu'ils aient dépassé justement comme leur enseignement leur demande la haine et la réaction, c'est quelque chose d'admirable et qui en dit long sur l'état de maturité de notre population. C'est rassurant. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Les musulmans aussi doivent aller dans le sens de rencontrer les autres. Il y a beaucoup de portes ouvertes dans les mosquées qui se font maintenant. C'est une très bonne chose. Après, il faut une réflexion plus profonde. C'est l'objet du colloque auquel j'ai participé pendant ces 2-3 jours à l'EHESS, où il faut réfléchir les contours de la réforme et de quelle manière est-ce que la religiosité musulmane peut devenir une religiosité fondée sur la confiance, fondée sur l'universel, fondée sur l'idée que Dieu est miséricordieux et que donc il y a du bien chez chaque être humain, sans être naïf quant à l'injustice qui existe. Et cette injustice, elle est universelle, il faut la combattre, aussi bien chez les musulmans que chez les non-musulmans. Puisque tu parles de colloque, Ousmane, sachez qu'il devait se tenir à l'université Lumière 2 à Lyon. Un colloque le 14 octobre prochain sur l'islamophobie, auquel étaient conviés un certain nombre de militants, dont Yasser Louati, entre autres, que l'on connaît ici, bien sûr, Ouais. mais plein d'autres militants. Et on a appris, à la surprise générale, que ce colloque était annulé. Alors officiellement, dans un communiqué, l'université dit que les conditions ne sont pas remplies pour que ce colloque se passe dans de bonnes positions. On les a contactés, je les ai contactés. Ils ne veulent pas indiquer la raison. Quand je leur demande est-ce qu'il y a eu pression, ils ne répondent pas. Je ne peux rien vous dire. Il semblerait que la pression de l'extrême droite, la LICRA, est payée et que ce colloque donc a été tout simplement annulé. On va tenter de joindre quand même la direction de l'université de Lyon pour savoir un peu plus d'informations. Mais bon, faut savoir quand même que quelques groupes d'extrême droite, qui sont pas très nombreux d'ailleurs, hein, arrivent à avoir un moyen de pression assez important. Donc à faire annuler un colloque. Avec le soutien de la LICRA. Avec le soutien de la LICRA, après sinon, bien sûr. Mais donc, parce qu'il y a un enjeu idéologique, parce qu'on a fait des mémoires victimées à un fonds de commerce. Ouais. Et que certains ne veulent pas justement qu'il y ait concurrence là-dessus. Si on reconnaît l'islamophobie en tant que telle, au même titre que l'antisémitisme et les autres formes de racisme, c'est symboliquement une victoire pour les gens de la communauté musulmane. Et au fond, comment dire, on enlève aux personnes qui font passer leur racisme leur islamophobie sous forme de critique de leur religion, on leur enlève à partir de quoi ils peuvent exprimer leur racisme à tout craint. D'une part, donc, il y a les racistes qui voudraient critiquer la religion et une communauté particulière, et ils voudraient la faire passer comme étant une critique idéologique de la religion en tant que telle, alors que c'est pas ça qu'ils visent, d'une part, et d'autre part, il y a de la part d'un certain nombre d'individus au sein de la communauté juive, je vais la dire comme je pense, même si je pense qu'ils ne représentent pas la communauté juive, qui ont fait de la lutte contre l'antisémitisme un fonds de commerce, une manière politique de se positionner, et donc de l'autre côté se rend compte que les musulmans veulent faire la même chose, parce que la lutte contre l'islamophobie, c'est un peu, on va dire, on se dit, on va faire comme la LICRA nous aussi on va se défendre. Donc c'est ça qui est en jeu, et c'est bien dommage. Au-delà de ces antiracismes qui s'affrontent, il faudrait peut-être avoir une lutte pour l'humain, et l'humain au-delà des religions. Alors tout à l'heure tu parlais d'Obono, la députée de la France Insoumise, Ossine. Apparemment elle serait intervenue effectivement à l'Assemblée cet après-midi sur la loi donc contre le terrorisme avec un foulard sur la tête. Ah. Ouais, voilà, une députée d'origine africaine de la France Insoumise. C'est Daniel Obono. Voilà, c'est elle apparemment avec un foulard sur la tête. Donc on en saura plus demain donc avec notre infiltré à l'Assemblée nationale qui nous dira un petit peu comment ça s'est passé. Dans un instant, on va parler un peu de l'Algérie parce qu'il semblerait que la diplomatie française ait décidé de tourner le dos à Bouteflika, au régime de Bouteflika, puisque a disparu totalement des agendas du président et du ministre des Affaires étrangères la direction Algérie, alors que la direction Tunisie-Maroc réapparaît, et pas mal de voyages d'ailleurs en cours et qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Peut-être une instabilité due au problème de santé du président Bouteflika. Et quand même cette image quand même qui a été marquante, celle de la chancelière allemande qui arrivait en avion à Alger et qui a dû faire demi-tour parce que le président n'était pas en capacité de la recevoir. Donc est-ce que là finalement il y a peut-être un problème de légitimité concernant la diplomatie algérienne avec le reste du monde? Quoi qu'il en soit, la France
visiblement, et d'après un article de la presse algérienne justement, aurait décidé de tourner le dos à la diplomatie algérienne. On va tenter de comprendre avec vous ce qui peut en avoir comme conséquence, parce qu'on sait très bien que les présidents, j'allais dire par tradition, aiment bien aller en Algérie comme premier voyage au Maghreb, parce que c'est une terre importante, Algérie avec qui on fait beaucoup d'affaires. Voilà, donc il semble que la diplomatie algérienne et française se boude un peu en ce moment. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. Il y a des moments en radio comme celui-ci où on ne sait plus quoi dire. Voilà. Donc pour le coup, je vais essayer d'expliquer aux auditeurs. Il y a eu un gros micmac pour ce qui est de Rimka. A priori, Rimka, c'est pas aujourd'hui, c'est jeudi, me dit-on. Donc je salue tout le staff de communication de la radio qui a super bien fait son travail pour le coup. Voilà. Non mais là c'est du n'importe quoi en fait. Donc c'est jeudi 17h30 me dit ça arrive. Mais bon, après moi je passe pour un guignol toi, tu vois. Donc amis auditeurs, auditrices, ne vous inquiétez pas, Rimka en tout cas sera là avec nous, mais jeudi, non pas mardi. Bon, ils se sont trompés de jour en même temps, c'est peut-être problème tu sais dans le calendrier, tout ça, mardi, jeudi. On arrive à confondre mardi et jeudi, Ousmane, tu te rends compte quand même. Bon, écoute, tout va bien. Tout va bien. Alors, eh bien, ceci va nous laisser peut-être un peu plus de temps même pour parler de ce sujet que je souhaite évoquer avec vous maintenant. Cette diplomatie française et algérienne qui semble se bouder, ou plutôt la France qui est choisie et fait le choix donc de tourner le dos un petit peu à la diplomatie algérienne, au régime Bouteflika. En cause une instabilité évidemment que vous connaissez concernant l'état de santé du président de la République Abdelaziz Bouteflika, de nombreuses personnalités qui ont dû remettre en cause leur venue en Algérie, Angela Merkel, Hassan Rouhani et plusieurs personnalités politiques, parce que le président de la République algérien Abdelaziz Bouteflika n'est pas en mesure de les recevoir, et donc la France semblerait, d'après en tout cas la presse algérienne et où va l'Algérie et quelques articles dans la presse algérienne, dire que le président français Emmanuel Macron, son gouvernement, sa diplomatie, est choisi plutôt de travailler avec les pays voisins, à savoir le Maroc et l'Algérie, où on observe la Tunisie, où l'on observe effectivement dans l'agenda de président de la République, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, la destination Maroc. Pour certains d'entre eux, d'ailleurs, ils ont déjà été, ils vont y aller. La Tunisie également, avec un grand voyage annoncé d'ailleurs pour Macron en Tunisie, au Maroc également. Est-ce que vous comprenez le fait que la France et plusieurs autres pays d'ailleurs disent que écoutez, visiblement ils sont pas très sérieux, on peut pas les discuter en Algérie, on va peut-être travailler avec d'autres personnes. Moi je pense que la représentation de l'Algérie, un chef d'État, il arrive dans un pays, il a envie de rencontrer son homologue, il a pas envie de rencontrer encore des portefeuilles ou des gestionnaires de portefeuille ou des secrétaires ou des ministres. Il a envie vraiment de voir peut-être son homologue, surtout quand c'est un voyage officiel comme celui-là. L'Algérie, c'est un grand pays où il peut y avoir beaucoup de partenariats. Il y en a eu plein. C'est des partenaires économiques exceptionnels avec la France et les autres pays d'Europe. Je peux comprendre entre diplomates que ça puisse se passer comme ça. Moi, en tant qu'Algérien, je trouve que c'est honteux pour nous depuis un certain moment de ne même pas pouvoir, sans vouloir entrer dans la critique de ceci, de cela, ou je suis fier de mon pays, je suis fier de mon histoire et de l'histoire de la Révolution, etc. Moi, à mon avis, je l'ai déjà exprimé. Mon avis, il est clair. Il est temps que le FLN devienne historique, qu'il soit toujours dans l'histoire de l'Algérie sans problème, mais cette manière d'être politisé à 100%, d'être sur une sauvegarde de leurs propres intérêts, ça salit l'histoire de l'Algérie, de l'histoire de la Révolution, et pour les générations à venir, quand on va leur expliquer l'histoire du FLN, l'histoire de la Révolution algérienne, ils feront directement le lien entre le FLN de l'époque et la politique d'aujourd'hui qui est, faut le dire, qui est honteuse pour nous, pour moi qui est issu de la double nationalité, qui mes parents qui sont originaires de là-bas. Ousmane, est-ce que tu peux comprendre justement que les diplomates français se disent a priori il y a une instabilité apparemment importante, que tout le monde connaît, pas possible de discuter, si on doit remettre des rendez-vous tous les 4 matins, ça devient difficile, autant travailler avec des gens qui sont capables de nous recevoir. Je sais pas, moi je pose des questions. Oui, déjà la question c'est comment un homme comme Bouteflika, dont l'état de santé était connu de tous, qui n'a même pas pu faire campagne à la présidentielle, a pu devenir président. Et il y en a qui parlent d'un 5e mandat. Donc ça, c'est un premier élément. Donc on sait tous très bien que derrière Bouteflika, il y a une mafia, une clique,
Moi, je peux le dire tranquillement, je suis pas algérien, donc et je risque pas de venir vous voir, les amis, donc je peux y aller à fond, quoi. Donc, on est sous une dictature militaire. Il y a une mafia qui est derrière cet homme. Dictature, le mot est peut-être un peu fort, non? Oh, si, ou pouvoir autoritaire. Alors, les politiques disent, il faut pas dire dictature, il faut dire pouvoir autoritaire. Ah, d'accord. Pouvoir autoritaire, si vous voulez. En tous les cas, le peuple qu'on a connu dans le monde, voilà, il y a des exemples quand même. Non, c'est une dictature. Dans le sens où c'est dès lors que le peuple n'a pas son mot à dire dans la décision, appelez ça pouvoir autoritaire ou pouvoir dictatorial. En tous les cas, le peuple n'a pas son mot à dire. D'une part, d'autre part, les personnes qui dirigent de fait le pays ne sont pas choisies par le peuple. Troisièmement, enfin, je peux comprendre effectivement que les diplomates ne viennent pas, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment de nouveau par rapport à avant, qui fait qu'ils décident de ne pas venir. Est-ce qu'il y a des informations qu'ils ont et qui ne sont pas encore diffusées? Est-ce qu'il y a eu une aggravation de l'état de santé, ou voire même quelque chose de plus fatal qui est arrivé? Bon. Parce que ça les dérangeait pas de se retrouver avec un mec qui savait pas parler. Bah en fait, c'est vrai qu'il y avait déjà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça, les rumeurs, ça, depuis un certain temps, depuis un certain temps, l'état de santé sur les rumeurs sur l'état de santé de Bouteflika, s'était aggravé, puisqu'il disait clairement, il y avait des personnes qui disent justement qu'il était mort et qu'on cachait le décès justement du président. Par exemple, je sais pas, moi je dis rien. C'est vrai que c'est vraiment choquant que la diplomatie du jour au lendemain, alors que la situation d'Algérie ne s'est pas aggravée depuis quelques mois. Il devait y avoir un voyage de prévu pour Macron en Algérie, hein. Ça c'était prévu visiblement. Vous vous rappelez de cette phrase prononcée qui avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs ici en Algérie, la colonisation, etc. Il semblerait que Macron ait tourné le dos, quoi, et qu'il avait promis d'y aller. C'était d'ailleurs peut-être l'un des premiers grands voyages au Maghreb pour le président de la République, comme le veut la tradition d'ailleurs. Bonne ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, là, la destination Algérie a complètement disparu de la diplomatie française. Mais peut-être que tout simplement il peut pas y avoir de relation pour l'instant parce que instabilité de la santé peut-être, voire même disparition, je sais pas. Merkel, ça a été quand même, les images ont été très fortes quand même. Oui, mais Merkel en avion devant faire demi-tour parce que on peut pas la recevoir. La question c'est bon, l'Algérie est trop gros pour en termes d'intérêt pour pas que ces gens-là y aillent, premièrement. Donc, bon, ils vont essayer de garder des relations, mais la question c'est quid du peuple algérien? Quand est-ce que le peuple pourra prendre son destin en main et dégager, je le dis comme je le pense, dégager tous ces moins que rien qui dirigent un grand pays comme celui-ci et qui l'abaisse à ce point, parce que c'est un abaissement. C'est là où je préfère les termes de plein pouvoir ou de pouvoir totalitaire par rapport à la dictature, parce que ça n'en est pas une. Le peuple en Algérie, je pense qu'ils ont plus une épée Damoclès sur la tête en se disant, écoute, on a souffert le terrorisme, la révolution, etc., etc. On ne veut plus ressouffrir. Donc même le fait de descendre dans la rue, réclamer quelque chose ou apporter des revendications, pour eux, c'est quelque chose qui est très négatif dans leur tête. Oui, bah, j'imagine. Ça leur ramène des flashbacks. Après 10 années de... Et c'est là où, par exemple, où l'État n'est pas forcément totalitaire en tapant avec le bâton le peuple pour qu'il se taise. Non, au contraire. Ça, il peut pas vraiment manifester aussi, non? C'est par d'autres. Quand tu vois dans des wilayas que des personnes, faut savoir que même avant le printemps arabe ou même pendant le printemps arabe en Algérie, il y avait des personnes qui manifestaient parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de logement en Algérie et qui s'immolaient par le feu et qui faisaient vraiment des trucs tragiques, etc. Et les manifestations, elles ont été autorisées et faites d'ailleurs dans plein de wilayas en Algérie à l'époque sur le logement. Ça n'a pas été réprimé dans le sang, etc. Il y a eu des nouvelles constructions qui ont été faites. Les réponses, elles n'ont pas été apportées à 100% puisque voilà, et aussi un autre truc qui freine le peuple, je voulais pas oublier, c'est aussi la corruption qui gangrène toutes les échelles du pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus la grande classe sociale qui va profiter de ça, mais aussi même les petits, ça devient systémique dans le pays. C'est-à-dire que dans une famille, dans un quartier, dans une ville, c'est très difficile de créer un mouvement pour lutter ou un truc comme ça, puisque dans toute cette communauté, même dans les plus pauvres, il y aura quand même une petite élite ou des personnes qui profiteront de certains privilèges, ce qu'on appelle un peu aussi le khobzisme, etc. en Algérie. Il y a plein de oul marifa, c'est-à-dire que les connaissances leur font profiter de certaines choses, c'est-à-dire que c'est dur de constituer un groupe pour apporter justement les. Non, moi je dis pas, moi je fais pas de reproche au peuple. Hein. Pour dire que les erreurs elles apportent aussi à eux-mêmes. Je dis juste que une dictature ne se maintient pas que par la force. Il y a deux manières de se maintenir, et les deux sont ensemble. La force et le khoubzisme, comme vous dites. Il y a des gens qui profitent du système, mais en tous les cas, ça abaisse le pays et d'une manière ou d'une autre. Je sais le peuple algérien assez fort pour se réveiller. A déjà fait une première révolution. Les printemps arabes au fond ont commencé en Algérie dans les années 90.
on ne tue pas un peuple. On ne fait que retarder l'échéance fatale. Ils vont pas se taire éternellement. En tout cas, ça cache quelque chose. Ouais, en tout cas, voilà, ça pose question et on en parle bien entendu avec vous, chers amis auditeurs, avec Manji et Kamel qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Tout ça pour dire que il y a aussi un autre problème qui apparaît et la population commence à demander des comptes. C'est cette fameuse réserve d'argent que l'Algérie avait il y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, les caisses sont vides et la question se pose d'ailleurs à savoir si on va pouvoir payer les fonctionnaires au mois de novembre. Donc obligé de ressortir la planche à billets selon les termes du Premier ministre Ouliaya. Et quand on voit d'ailleurs les Premiers ministres qui se succèdent, qui s'enchaînent depuis un certain temps, on voit quand même qu'il y a une certaine instabilité qui est observable. En tout cas, la France a bien fait de ne pas y aller. Je félicite le président. Bon, se retrouver le spectacle de trouver un président qui sait pas parler avec un autre président, c'est ridicule. Donc n'y allez pas tant que nous n'aurons pas un président digne de ce nom en Algérie. Manji. Bonsoir Manji. Bonsoir Ousmane. Bonsoir cher notre ami. ami, je sais pas si. Ossine. Tu peux mettre le... Ossine. Ouais. Voilà. Bonsoir. En fait, il faut pas avoir peur de nommer les choses. On dit, en fait, c'est une dictature sanguinaire même. Vous savez, là, après cette polémique sur l'argent qui a été dilapidé, qui a été en vrai volé, parce que Ouliaya il répond à l'Assemblée nationale lorsque un député lui pose la question, il dit mais nous on a dit au peuple où il est parti l'argent. Vous voyez sur le Facebook, les Algériens ont répondu oui, il a dit au peuple parce que nous ne sommes pas un peuple. En fait, il a dit à notre peuple qu'on connaît pas, parce qu'il a rien dit aux Algériens en fait sur la question de l'argent où il est parti. L'Algérie, en fait, comme par hasard, là, il y a la semaine dernière, ils ont sorti encore la vidéo du massacre de Ben Talha, où il y a eu 500 morts, pour, en fait, tout simplement dire au peuple, il a dit, soit on vote, soit c'est le terrorisme. Le terrorisme, après, tout le monde peut palabrer dessus. Oui, c'est vrai, Manji, tu le dis si bien, parce que les autorités algériennes, que les Algériens commencent à demander des choses, on leur parle tout de suite, attention à l'instabilité, à la stabilité du pays. Et ça revient à chaque fois. Hein. Sur le NTV, la chaîne algérienne, qui va diffuser justement un documentaire sur les années noires cette semaine. C'est ça, et qui a fait la sensation apparemment. C'est un chantage. On fait peser une épée Damoclès sur une population. C'est une autre forme d'aliénation. Manji, rapidement, parce que ton téléphone est pourri, je tiens à te dire. Je te remercie, mais franchement, il est cher en plus, c'est cher. C'est pas vrai. Bon, bref, voilà, c'est tout pour dire que voilà, l'Algérie, comme il a dit Ousmane, on peut pas faire taire un peuple pendant toutes ces années-là. Je vous rappelle juste qu'en 2 jours, il y aura l'anniversaire de la 29e année de soulèvement du mai 46. C'est pareil, c'est la même répression en fait. Du 5 octobre 88 qui a donné l'ouverture au multipartisme en Algérie. Mais bien sûr, on sait ce qui s'est passé après, mais c'est clair que le peuple algérien un jour il doit se réveiller. Là, c'est vrai que on a diffusé la corruption à travers tous les couches sociales pour tenir le peuple. Il y avait un peu d'argent du pétrole on a fait la paix avec, mais je pense que cette période-là elle est révolue et on est, je pense, à l'aube d'un soulèvement en Algérie. Merci Manji, à très bientôt en tout cas. Pense à les téléphones, des fois on a beau avoir des beaux téléphones, Ousmane, des fois c'est pas de bonne qualité, franchement. Kamel, rapidement, bonsoir. Oui, bonsoir à tes invités, bonsoir à tout le monde. Bien évidemment, moi je vais être très précis au sens où il y a un réel danger. Donc moi je suis pas dans la théorie du complot, bien au contraire, mais lorsqu'on analyse un petit peu assez sérieusement la situation mondiale, mais également celui du Maghreb, etc., il y a tout intérêt aujourd'hui à apprécier, disons, une déstabilisation du pays, de l'Algérie, j'entends bien. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, en tant que binational, mais attaché depuis toujours à ce pays qu'est l'Algérie, moi, j'appelle les uns et les autres de veiller à ne pas subir cette dictature de la norme qui fait qu'aujourd'hui on lobotomise une grande partie de la population, on la rend anxiogène au travers de ce qui se passe dans ce pays, la France, mais également de ce qui se passe en Algérie. Je dis, il faut que nous soyons soudés. Bien évidemment, il y a raison
de faire très attention. Et bien évidemment, beaucoup vous diront que le parti actuel, enfin ceux qui dirigent le pays, très mal d'ailleurs, ont tout intérêt à laisser planer cette déstabilisation. Après, quand vous élargissez un peu le cercle, vous vous apercevez que tous les éléments sont réunis pour cette déstabilisation. Véritablement tous les éléments. Moi, j'avais regretté que l'Algérie autorise son survol lorsque les avions français ont survolé l'Algérie pour aller au Mali. Il n'y avait pas lieu. Je crois qu'il y a eu une erreur de commise de ces politiques de l'armée algérienne elle-même. C'est qu'elle aurait dû, à mon avis, veiller ses frontières et veiller à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de déstabilisation. Aujourd'hui, on est proche du gouffre et c'est là que tout devient dangereux. C'est pour ça que, en tant que citoyen, moi j'ai envie de dire, ok, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui font que ce pays est mal gouverné. Bien évidemment, vous avez les partitions de certains au travers, par exemple, du MAC. Moi, je suis un berbère. Alors, ceux qui nous écoutent et qui sont kabyles, je suis un kabyle également. Et jamais l'Algérie ne doit être divisée. L'Algérie est une et indivisible et elle le restera. Et je ferai partie de ceux qui rejoindront tous ceux qui verront à ce que cela se fasse. Merci Kamel. Kamel, il faut qu'on accélère. Je voudrais rajouter une petite chose concernant les musulmans de France. Il est important aussi de ne pas permettre à ce que des structures viennent et parlent au nom des musulmans de France. Voilà, chaque musulman a le droit de s'exprimer. J'interdis, moi, à l'UOIF ou à la mosquée de Paris, d'appeler à voter Monsieur Macron. Je crois que là, on est dans la médiocrité la plus grande lorsqu'il s'agit de ce genre de structure. Merci Kamel, c'est dit. Voilà. Très bien. Alors on va enchaîner maintenant avec un avis tranché de notre ami Ossine. Ouais, ouais. Et je rappelle à tous les auditeurs qui doivent se dire mais il est où Rimka? Non, Rimka, il y a eu une erreur apparemment dans la communication. Donc, et c'est pas aujourd'hui, mais c'est jeudi qu'il sera donc avec nous, Rimka, à l'occasion de son concert à l'Olympia le 6 octobre. Donc jeudi 17h30, ça m'a été confirmé par son manager. Donc là, pour le coup, j'ai tendance à le croire. Jeudi 17h30, notez-le bien. Avis tranché de notre ami Ossine, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et pour jouer maintenant au quiz aussi, pour gagner vos places pour l'Orchestre National de Barbès, le concert aura lieu à l'occasion du Festival Ville des Musiques du Monde. Ça se passera au Blanc-Ménil, aux 2 pièces cuisine, le 4 novembre prochain. J'ai 2 places pour vous, pour le concert, donc samedi 4 novembre, pour aller applaudir l'Orchestre National de Barbès. Appelez maintenant 01 40 33 9000 pour jouer au quiz du LGF aussi, on t'écoute. Ouais, en fait, moi, je vais être assez rapide. C'est plus un hommage, une pensée qu'un avis tranché. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 1er au 2 octobre à Sarcelles. Principalement, il y a eu un incendie dans mon quartier, donc juste à côté, qui a frappé plusieurs appartements. Cet incendie, il a déclenché l'arrivée de 73 sapeurs-pompiers. Du Val d'Oise mais aussi de Seine-Saint-Denis avec des services mobiles d'urgence, de réanimation, etc. C'est un petit immeuble de 5 étages et pourtant personne n'a pu en sortir, donc les gens ont dû sauter par les fenêtres, etc. parce que c'était très difficile, un gros incendie. Il y a eu un mort et plus de 35 blessés. Dans ces 35 blessés, il y en a 5 qui sont toujours en urgence absolue. Donc voilà, j'ai une pensée pour eux, j'espère que Dieu pourra les aider à s'en sortir et donnera beaucoup de courage à leur famille, Inch'Allah. Et donc à la sortie de ça, je voulais aussi exprimer ma sympathie, ma compassion aussi à la ville de Mulhouse, qui a aussi un attentat qui a été peu médiatisé, qui est arrivé dans la même nuit. Il y a eu 53 autres sapeurs-pompiers qui sont intervenus, et là-bas aussi il y a eu le décès de 5 personnes. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Décès de 5 personnes, dont 4 enfants et 8 blessés, dont 3 graves à Mulhouse dans cette nuit-là. Ça arrive souvent dans nos quartiers. Cet été, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu à Grigny un incendie qui a touché plus de 500 personnes, justement par rapport non seulement aux blessés, mais aussi par rapport aux logements qui ont été défectueux, etc. Faut savoir qu'il y a une quarantaine de familles à Sarcelles qui ont été relogées par les services sociaux dans des hôtels principalement, et qui ont dû dormir ou être plutôt dans des gymnases pour certains d'entre eux. Voilà, je voulais apporter toutes mes condoléances, un bon rétablissement et du courage à toutes les familles. Voilà.
Merci Ossine, on enchaîne tout de suite si tu le veux bien avec ton coup de cœur qui n'a absolument rien à voir et j'invite donc les auditeurs qui veulent gagner des places pour le concert de l'Orchestre National de Barbès, magnifique, le 4 novembre au Blanc-Ménil, à nous appeler maintenant 01 40 33 9000 pour jouer et donc gagner. Ossine, ton coup de cœur. Ouais. Jingle, il est là. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors ouais, mon coup de cœur, c'est pour parler d'un événement ce week-end qui se déroulera à Ivry-sur-Seine. Donc c'est accessible pour tout le monde dans le métro, bus, train, tramway, etc. Donc venez comme vous voulez, comme vous êtes. C'est à partir du 6 octobre jusqu'au 8, donc de vendredi à dimanche. C'est un événement qui sera organisé autour d'une fresque géante qui sera graffée sur un grand mur, toujours par le grand artiste Vince, qui a eu l'occasion aussi de faire le portrait du père de Nadia Dendoun sur le mur de celui que vous pouvez voir à Malakoff quand vous êtes sur le périph' et plein d'autres dans le monde, donc voilà, gros big up à lui. Et lors de cet événement, il y aura plusieurs sujets en fait. Il y aura des débats, il y aura des événements sportifs. Alors je vous expliquais, il y aura des ateliers d'initiation à la boxe anglaise, au football, au kickboxing, au street workout, à la mosaïque. Il y aura aussi des représentations de danse urbaine. Et surtout et important, ça sera en extérieur, donc il y aura une grande place où tout le monde pourra partager. Les jeunes aussi bien sera intergénérationnel. Venez découvrir, vous initier à des sports urbains ou que vous ne connaissez peu. Et aussi dans les salles, il y aura plusieurs débats sur différents temps d'échange. Il y aura des moments d'échange sur les thèmes du sport, de l'éducation populaire, de l'engagement et de l'émancipation, surtout dans les quartiers populaires et par rapport à nous, culture d'immigration, etc. Avec Saïd Bouhamama, Assa Traoré, il y aura Fix Navio et Serge Monet, Caroline Roland Diamande. Donc Caroline Roland Diamande et Assa Traoré participeront à un débat vendredi soir qui sera magnifique justement parce que Caroline Roland Diamande, elle a écrit un livre qui est magnifique sur les mouvements afro-américains aux États-Unis. Et ce soir-là, on va rapprocher tous ces mouvements-là de la culture qu'on a justement de lutte dans les quartiers par rapport à l'immigration. Ce sera un très beau débat. Et le lendemain, il y aura aussi samedi soir un bon débat avec Hamza Arab qui viendra nous voir de Montpellier. Donc c'est Montpellier Futsal, où on parlera justement du sport et le lien avec l'éducation populaire et nos engagements dans la lutte. Il y aura plein d'autres personnes, plein d'autres d'événements qui auront lieu. Donc je vous rappelle, c'est du 6 au 8 octobre, de vendredi à dimanche. Donc c'est à Ivry-sur-Seine. Et l'adresse, je vous la donne tout de suite, c'est sur le terrain d'évolution Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine. Donc soyez nombreux, moi j'y serai. Ousmane, non. Ça dépend. Il sera peut-être pas là, moi je voyage beaucoup en ce moment. Oui. J'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ces événements qui ont lieu, aux différents mouvements et luttes des quartiers populaires et leur rapprochement avec l'histoire des luttes aux États-Unis. Je connais beaucoup ce milieu-là pour y avoir milité et je fais le lien avec la question du soulèvement dans les pays arabes. Le problème de nos soulèvements, je dis nos, le soulèvement des damnés de la terre, c'est que ils se soulèvent contre mais ne savent pas se soulever pour. Et donc du coup, c'est pour ça que les printemps arabes ont fini par une déstabilisation de la région et par, au fond, la réinstauration des dictatures en place. On ne peut pas lutter foncièrement dans les quartiers populaires comme dans les pays du Sud contre l'oppression si nous n'avons pas une vision, une contre-proposition. Et cela demande non pas de la réaction, mais du travail intellectuel. Alors, je sais bien que dans ces milieux-là, pour les avoir fréquentés, on déteste le travail intellectuel de fond. On pense qu'il faut des réponses concrètes tout de suite. Les réponses concrètes tout de suite, c'est pour les gens qui voient à court terme. Il faut des réponses plus globales, plus profondes, un nouvel ordre qu'il faut proposer, une nouvelle vision. Et si on n'est pas capable de mettre ça en place, on continuera toujours à se plaindre contre ceux qui nous tapent avec des matraques. On se plaint contre le matraque, et puis il y a une nouvelle matraque qui vient d'une autre couleur et qui nous tapera encore. Il faut changer la matraque, il faut dégager le flic qu'il y a derrière ça, il faut remettre en question l'ordre des choses et le remplacer par un nouvel ordre public. Justement, pour bien les connaître, ces mouvements-là, moi aussi, ceux qui sont plus contemporains et dans ceux qui organisent l'événement de ce week-end, justement, il n'y a plus de barrière entre l'intellectualité de nos quartiers, de nos têtes pensantes ou élitistes, et justement les mouvements qui sont plus actifs et dans l'action. Aujourd'hui, on fait une convergence des deux, et justement, l'événement de ce week-end, c'est bien le bon moment pour s'en rendre compte, parce que justement, on pose la question et on discute de manière intellectuelle sur des propositions et des constructions, c'est des échanges constructifs, mais aussi sur des actions concrètes. Et je pense que l'un ne vaut pas sans l'autre. Ah, mais les deux vont ensemble. Exactement, voilà. On ne pense pas pour penser, on pense pour agir. Exactement. Et on agit en pensant. Je pense que la meilleure solution, justement, c'est
converger les deux et de réussir à construire. Moi, je rêve d'avoir un véritable mouvement d'émancipation des quartiers populaires qui puisse présenter des listes dans toutes les mairies de France. Et ça se pense maintenant. Ouais, ça va être dur. Dans un instant, Libertad, messieurs dames, avec tiens, je vous offrirai aujourd'hui pas de questionnaire parce qu'on a voilà, ça je suis un peu dégoûté là. L'émission, ça a été voilà. Non, on m'a perturbé. Je tiens à le dire. Voilà, on m'a perturbé. Et voilà. En tous les cas, voilà, j'ai pas de quiz. J'offre des places tout à l'heure dans le cadre de Libertad pour l'Orchestre National de Barbès à Blanc-Ménil. Libertad, mon cher Ousmane, tu connais ou pas? En fait, c'est les auditeurs qui nous appellent. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils nous appellent, et ni ce qu'ils vont nous dire. Je les prends comme ça en direct, sans filtrage. Et ils gagnent une place. Voilà. 01 40 33 9000. C'est un moment qu'ils nous insultent pas, tout va bien. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah ouais. Ça peut arriver. Surtout que t'as été assez dur. Assez dur. Les Algériens vont appeler là. Les Algériens vont appeler. Le chauvinisme exacerbé des Algériens va peut-être ressortir. Comme dirait Ayam, là, venez tous, je vous prends tous ici, moi. 01 40 33 9000. À tout de suite, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Ousmane Timera, avec Hossein Ras. Donc pendant ces quelques dernières minutes, mon cher Oumi Ousmane, la possibilité est donnée aux auditeurs, auditrices de France Maghreb 2 du Grand Forum de pouvoir appeler maintenant le 01 40 33 9000 pour dire ce qu'ils veulent. Voilà, dans le cadre de Libertad. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure Ousmane ou Hossein qui a dit quelque chose qui vous a interpellé. Eh bien, vous pouvez appeler maintenant pour l'interpeller justement 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Reims, que sais-je encore ailleurs, bien entendu en France. Vous nous appelez, vous je ne sais pas qui vous êtes, je prends les appels comme ça sans filtrage. 01 40 33 9000. Tiens, hop, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Alors c'est Abdel de Cergy. Salut Abdel de Cergy, qu'est-ce qui se passe Abdel, on t'écoute. Je voulais savoir est-ce que c'est possible d'avoir des places pour Rimka. Ah. Mais Abdel, t'as déjà joué à un autre jeu, non, Abdel de Cergy? Non, jamais, c'est la première fois que j'appelle dans la semaine là, Christophe, je te promets. Abdel, appelle Medjed, il va t'en offrir. Moi j'en ai plus, moi. Ah, t'en as plus? Non. Moi j'ai l'OMB, ça t'intéresse, hein, mais bon. Voilà. Ouais, ok Christophe. Ok, ça marche, salut mon pote. Ah oui, c'est pour le voilà. 01 40 33 9000. Non, pas de problème les gars, vas-y, c'est open bar, en fait, ce que vous voulez, hein. Voilà. 01 40 33 9000. Donc si vous voulez des places pour MK, c'est tout à l'heure après 18h. C'est quoi ton émission, ça s'appelle comment? La bonne humeur. La bonne humeur. Ça, les mecs qui font des créations d'émissions, ils sont au top, hein. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom et votre ville d'appel? Myriam d'Orléans. Bonsoir, Myriam d'Orléans. Comment ça va? Ça va bien, merci. De retour du travail à la maison, donc je vous écoute tout le soir, voilà, depuis un moment, donc voilà. Donc du coup, je sais pas si vous avez remarqué par mon accent, moi je suis née en Espagne, mais ça fait 8 ans que je suis en France. Oui. Vous avez un bel accent. Oui. Je dis que vous avez un bel accent. Oui, en fait, je voulais juste faire un petit point parce que ce qui s'est passé à Barcelone ce dimanche. Oui, allez-y. Le peuple catalan, il a été tabassé justement parce qu'il voulait s'exprimer librement sur son futur, sur son avenir. Donc pour moi, la tristesse de ne pas être en ce moment là-bas, à côté de mon peuple, donc c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc aujourd'hui, je lance un petit bisou et surtout toute ma force pour mon peuple, pour les Catalans, pour les gens de Barcelone. Je les soutiens d'ici et je profite le moment liberté pour lancer un cri justement pour la liberté. Voilà. Merci beaucoup, il est entendu et bon courage à vous. En tout cas, il y avait 300 000 personnes, dit-on, dans les rues pour manifester. Oui. C'est la grève générale en Catalogne aujourd'hui. Je trouve... Aujourd'hui, tout à fait, c'est la grève. Je pense qu'il y aura un final qui va pas être très bien. Bon, je m'attends le pire parce qu'ils sont vraiment... décidé à aller jusqu'au bout de soutenir, de s'en désir. Mais bon, en tout cas pour moi, tout le monde est libre de penser et de vouloir ce qu'il veut pour son pays et pour. Merci Myriam, merci beaucoup. En tout cas, voilà. Bon courage. À bientôt avec ce magnifique accent. Ousmane, oui, tu voulais dire? Non, moi je disais qu'il fallait au-delà du côté émotionnel parce qu'on est en train de faire passer un acte politique fort de sécession. Pour une question de liberté de penser. Je pense qu'il faut analyser les choses beaucoup plus profondes. Il y a un égoïsme de l'État catalan qui pense être plus riche que les autres régions, qui dit qu'elle contribue beaucoup trop à l'Espagne et qui voudrait faire sécession. C'est la même chose qui se passe en
en Italie du Nord. C'est la même chose qui se passe en Belgique, où les anciennes régions qui étaient pauvres, qui ont profité du système, aujourd'hui se retrouveront riches, voudraient faire sécession parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux, cette affaire d'indépendance du peuple catalan. Je pense que c'est dangereux pour l'Europe. Et sur le plan géopolitique, si on s'amuse à faire ça, on s'en sortira plus. N'importe quel peuple se lève et dit bon, moi je veux sortir de l'État-nation. Vers où on va? Je serai à la place de l'État espagnol, mais on fait comment? Comment on fait quand la Corse décidera de sortir de la France? Ah, ça c'est un autre problème. Dernier appel, tiens, pour Libertad. Allô, bonsoir. Qui est là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, Khalil d'Ivry-sur-Seine. Salut Khalil. Bonsoir Christophe, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, surtout à Osman Temara. En fait, j'appelle parce que je viens de perdre ma mère. Et j'ai envie que vous faites une doua pour elle, s'il vous plaît. Merci. Bon courage. Courage, mon ami. Courage à toi, cher ami, que Dieu l'accepte dans son paradis. Merci. Faites une doua, s'il vous plaît, pour elle. Dieu accepte. Rabbana irhamha waj'alha min ahli al-jannah waj'al akhiraha khayrun min awwaliha. Allahumma asturha wastur ma'aha wasturna ma'aha waj'alna min ahli al-jannati ma'a al-abrar. Amen. Que Dieu accepte, Inch'Allah, qu'il lui pardonne. Bon courage, mon frère. Bon courage. Merci. Tous les auditeurs du Grand Forum sont avec toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bon, c'est pas sur une note très, souriante qu'on termine cette émission, mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. La mort donne sens à la vie. Ousmane, j'espère que ta visite prochainement donnera un nouveau sens à cette émission. Mais écoutez, en tout cas, la vôtre pas trouvé mieux comme transition, excuse-moi. En tout cas, la vôtre donne beaucoup de sens à la mienne. Je vous remercie. Merci Ousmane. En tout cas, ça fut un énorme plaisir. Je suppose que Ossine aussi était ravi de te connaître. Ouais. Parce que t'es un véritable personnage, mon Très belle rencontre. Voilà. Merci beaucoup Ousmane et à très vite. En tout cas, tu sais que la porte est grande ouverte et chez toi ici. Merci, que Dieu vous protège. Ossine, merci beaucoup. À la semaine pro. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Dans un instant, après évidemment tout cela, bien la bonne humeur qui arrive sur France Maghreb 2 avec Medjed pour la caractériser. 18h. Merci d'être avec nous sur votre radio. France Maghreb 2, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Merci, bonsoir Marine. Bonsoir à tous. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, a demandé aux députés et aux membres du gouvernement présents à l'hémicycle d'observer aujourd'hui une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Marseille et de la tuerie de Las Vegas. Concernant l'attentat à Marseille, 2 jours après l'attaque, une perquisition est en cours. Des vidéos de propagande ont été retrouvées dans le téléphone du suspect. Des vidéos islamistes. Il s'agit de chants islamistes qui sont typiques de la propagande djihadiste. Les enquêteurs recherchent des liens entre l'assaillant et Daesh qui a revendiqué l'attaque. Et puis concernant la tuerie à Las Vegas, l'auteur de la fusillade était un malade, un fou, affirme le président américain Donald Trump. Nous avons affaire à un individu très très malade, a-t-il martelé. Stephen Paddock a ouvert le feu pendant un concert à Las Vegas dimanche soir, tuant 59 personnes et faisant plus de 500 blessés. Ce matin, une perquisition s'est déroulée au siège français du laboratoire allemand Merck Serono à Lyon. Le laboratoire produit le Levothyrox, un médicament destiné aux patients présentant des troubles de la thyroïde et dont la nouvelle formule provoquerait de lourds effets indésirables. L'ancienne formule a été remise en pharmacie hier. Toutefois, une enquête préliminaire est en cours pour tromperie aggravée, atteinte involontaire à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui. C'est dans le cadre de cette enquête que s'est déroulée la perquisition à Lyon. La Catalogne est en grève générale. Les Catalans disent vouloir défendre leurs droits. Quelques 300 000 personnes participent à un rassemblement à Barcelone, selon la police municipale aujourd'hui, pour dénoncer les violences policières en marge du référendum interdit sur l'indépendance de dimanche. Lors du scrutin, la police et la garde civile sont intervenus dans une centaine de bureaux de vote pour saisir urnes et matériel électoral et des heurts ont éclaté. Le premier musée Yves Saint-Laurent ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Le public pourra y découvrir le processus créatif du célèbre couturier et l'intimité de la maison de couture. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.